Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S1104 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 octobre 2025. Nous sommes toujours avec Cédric Martin de Canon France et Charles Lacombe d'Objectif Bastille pour cette grande discussion autour du live stream vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Cédric. Qu'est-ce qui explique le succès du live stream vidéo selon toi? Alors, il y a la multiplication des plateformes pour consommer du contenu en live streaming. On a aujourd'hui la principale plateforme Twitch, il y a YouTube Live, il y a Facebook, Instagram aussi et LinkedIn. Et on a aussi évidemment TikTok. Il y a aussi l'accession à tout ce qui va être psychologie liée au direct. On va pouvoir atteindre les viewers avec 4 types: interaction. Spectateurs, s'il te plaît. Les spectateurs. Respecte un peu la langue française. Excuse-moi. Donc avec les spectateurs, on va avoir l'interaction qui va être multipliée par 10. On va avoir du contenu plus authentique, un sentiment de communauté et aussi un sentiment d'appartenance justement à cette communauté. Et puisqu'on respecte donc la langue française, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de streamers, s'il te plaît, Charles? Ça va être très varié. On a abordé tout à l'heure le sujet. Ça peut être des administrations, ça peut être quelque chose d'assez personnel. Initialement, c'est les jeux vidéo qui ont lancé le stream, font les ballons. Hein. C'est ça qui a donné de l'idée. Aujourd'hui, vous allez avoir un Hugo Décrypte, par exemple, qui va être capable de faire des... Premier podcasteur de France au passage. Et qui est capable aussi de faire des choses de qualité, mine de rien, en termes de diffusion, pour sortir un peu de tout ce qu'on peut avoir. Après, honnêtement, tout le monde peut l'être. Hein. Je peux l'être. Cédric, toi, si on a envie de se lancer là-dedans, il n'y a pas de type précis, quoi. Pour la petite histoire, dimanche soir, je voulais regarder le match de foot avec mon fils. Alors, on n'était pas abonné au truc de Ligue 1. Donc, je me suis dit, on va regarder un des commentateurs nous faire vivre le match. Et sur YouTube, mais il y a des trucs de ouf. Il y a des mecs qui font des live streams où finalement leur image elle est toute petite. Ils commentent le match. Je pense qu'ils le regardent évidemment sur un écran de télé à côté, mais ils n'ont pas le droit de diffuser les images. Mais il y a tout un motion design en temps réel avec où est la balle sur le terrain, les stats, les machins, les trucs. On a écouté, regardé ça avec mon fils et c'était limite mieux que de regarder le match à la télé, quoi. Donc c'est assez... T'avais TMC qui faisait ça pendant un moment. C'est assez dingo, quoi. Bon. Charles, toujours, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le principe technique du live stream vidéo? Il se résume d'une manière assez simple. C'est le flux vidéo, le flux audio qu'il va falloir en diffuser par l'intermédiaire d'un ordinateur et choisir sa plateforme de diffusion derrière. On n'a pas trop abordé le sujet audio pendant ce podcast, mais c'est quelque chose d'assez important. Sur des solutions où on est tout seul, vous avez des micros, en fait, maintenant, à prix très abordable, sans fil, qui vous permettent de travailler proprement, sans aucun souci. Hein. Tout le monde a remarqué la petite boîte noire qu'on met en bas de la chemise, quelles que soient les marques. Il y en a plein qui proposent ça. Cédric, tu l'as bien expliqué au cours de l'émission. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les solutions qui permettent de récupérer un flux vidéo à partir d'un boîtier hybride? Oui, alors tu peux le faire soit par le protocole UVC-UAC pour utilisation du boîtier comme une webcam, soit par l'utilisation de la sortie HDMI d'un boîtier pour rentrer directement dans une carte d'acquisition vidéo du type Blackmagic Atem Extreme ISO ou Elgato. Et tu peux ensuite du coup récupérer ce flux vidéo pour l'intégration dans un logiciel pour diffusion sur plateforme. Et puis, il y a cette fameuse nouvelle application sans fil, alors qui ne concerne pas tous les boîtiers, évidemment,
mais en l'occurrence le R50V et le V1 chez vous. Oui, on a aussi cette application donc, qui est propre à Canon pour l'utilisation des boîtiers Canon, donc R50V PowerShot V1 pour le moment, avec l'utilisation d'un smartphone de chez Apple, donc, qui s'appelle le Canon Live Switcher Mobile et qui permet l'utilisation en multicam de plusieurs appareils sans passer justement par ces cartes d'acquisition et ces mélangeurs. Charles, explique-nous avec toute la pédagogie qui te caractérise ce qu'est un Blackmagic Design ATEM Mini, à quoi ça sert et comment ça marche. Alors, on parle de la thème Blackmagic. Si on est en solution de multicam, ça va de 4 à 8 caméras. Donc, c'est une surface de contrôle qui va vous permettre une diffusion et un record en parallèle sur la plateforme que l'on souhaite. Vous avez aussi, si on part sur un monocaméra, donc même si on peut utiliser l'UVC, le protocole UVC Canon, vous avez aussi tout simplement un recorder 3G qui se branche en USB-C sur son ordinateur et qui va permettre une diffusion appropriée. On en a beaucoup parlé aussi au cours de l'émission. Qu'est-ce que OBS? C'est pas une chaîne comme HBO. Ouais, OBS, c'est un logiciel donc, qui est open source et qui rassemble tout. Son rôle, lui, c'est de capturer les sources, donc vidéo, de les organiser en scènes, ce qu'on appelle les scènes, donc les plans, face caméra, vision sur le chat, présentation d'un jeu vidéo en plan large ou en PIP. Tout ça se fait à partir d'OBS. Et on peut également programmer des actions directement, que ce soit sur l'audio, sur la vidéo. Donc on peut tout faire à partir d'OBS. Je traduis PIP pour nos auditeurs, Picture in Picture. Désolé. Charles, pour terminer, comment voir l'avenir du live stream vidéo avec le développement des caméras PTZ? Beaucoup plus dynamique que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et des solutions PTZ aussi, lorsque des gens ne sont pas prêts aussi forcément à s'intéresser à l'aspect purement technique, mais qui s'intéressent au sujet ou à l'image, il existe de plus en plus des studios qui proposent de la location avec le matériel et qui va gérer toute la partie technique. Le client n'a juste qu'à louer une salle avec certaines commodités derrière en termes de diffusion, stockage, etc. pour faire son show. Même question pour Cédric, peut-être avec la casquette Canon. Ah, par rapport au PTZ. Donc l'univers des PTZ, c'est un univers qui est pour l'instant essentiellement réservé, on va dire, à des productions plus broadcast. Si on en retrouve aujourd'hui sur Twitch, ça va être sur des émissions qui sont les plus regardées. On va avoir des studios qui vont l'utiliser. Je pense à Popcorn, je pense à ce genre de production. Mais en effet, on va vers une démocratisation de l'usage des PTZ avec des produits qui sont de moins en moins onéreux et qui sont de plus en plus faciles à utiliser via tout ce qui va être application d'assistance à la commande, auto-tracking, auto-framing et utilisation en boucle de certaines scènes. Et ça, Sébastien Deveau l'a parfaitement expliqué dans l'émission. Merci messieurs pour toutes ces explications.